Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons entamer la quatrième partie de notre formation concernant la programmation dans le langage Java. Après avoir fait l'historique et la présentation du langage, après avoir configuré les environnements et après avoir pris en main le langage en apprenant sa syntaxe, nous allons à présent entamer la partie la plus importante de cette formation qui est en fait la programmation orientée objet. Je rappelle que Java est essentiellement orienté objet et il a été conçu spécifiquement pour ce paradigme de programmation. Donc nous allons sans plus tarder entamer notre formation. Nous allons démarrer cette quatrième partie de notre cours donnant quelques définitions de base concernant la programmation orientée objet. La programmation orientée objet est en fait une approche ou encore un paradigme de programmation, une façon de modéliser son problème, d'organiser son code et de créer son programme de classes et d'objets. Et Java est un langage principalement orienté objet. Les notions de classe et d'objet y sont très dominantes. Tout est objet en Java. Un programme est en fait un ensemble d'objets qui s'échangent de messages entre eux. Cela vient expliquer le fait que pour créer un programme, dans le chapitre précédent, nous avions dit qu'il fallait considérer que le programme doit être toujours précédé par les mots-clés public, classe. En fait, on était en train de créer une classe. Tout est objet en Java. La définition simple d'une classe serait de la considérer comme une description d'une catégorie d'objets. La classe va supporter les notions d'héritage et permettre d'avoir en un seul bloc les propriétés et les méthodes. On parle alors de leur capsulation. Les classes peuvent aussi être considérées comme des sortes de moules à travers lesquels on va pouvoir créer des instances d'objets. Nous allons ici prendre un exemple de la description de l'entité personne. Si on considère une personne comme une entité qui est caractérisée par son nom, son âge et qui a la possibilité de se présenter, alors les instances de cette classe pourront être la personne A, dont le nom sera par exemple Moïse, avec un âge de 40 ans. Pour se présenter, Moïse va dire « Je suis Moïse ». Et la personne B ici, on va considérer par exemple Paul, qui lui par contre va dire « Je suis Paul ». Et pour William, il va dire « Je suis William ». Vous voyez qu'ici, on a plusieurs instances sur la même classe, des personnes qui ont des noms spécifiques, des âges spécifiques, une façon spécifique de se présenter, mais tout cela est cadré par rapport à la définition que nous avions faite en amont, à savoir qu'une personne est identifiable par son nom, son âge et doit avoir une façon de se présenter. Donc la classe va décrire la façon qu'on va considérer les objets ou encore définir les attributs pertinents de notre entité. Pour définir une classe en Java, considérons par exemple une classe rectangle, nous allons utiliser les mots-clés public, classe suivi du nom de l'entité que l'on veut créer. Ensuite, nous allons lister les attributs de cette entité. Ici, pour le cas du rectangle, on sait qu'un rectangle va être caractérisé par sa longueur et sa largeur. Donc, nous aurons deux attributs, longueur et largeur. Après avoir défini les attributs, nous pourrons lister l'ensemble des méthodes qui sont pertinentes. Ici, nous avons listé le calcul de la surface. On aurait pu aussi lister ici le calcul du périmètre. Donc, toutes les fonctions importantes qui sont liées à cette entité, nous pouvons ainsi les définir comme des méthodes de cette entité. Et enfin, parmi les méthodes, nous avons des méthodes spécifiques que l'on va appeler constructeurs. Ces méthodes ont la particularité de porter en Java le même nom que leur classe. C'est-à-dire que pour un constructeur de la classe rectangle, on aura une méthode qui va porter le même nom rectangle. Et un constructeur est toujours public, ne possède aucun type de retour, même pas le void, et peut ne pas avoir des paramètres. Donc ici, nous avons pris un paramètre, la longueur, la largeur, qui vont servir à initialiser les valeurs d'un futur objet de type
rectangle. Nous allons passer à la pratique pour voir cela. Nous lançons l'invite de commande. On se positionne dans notre répertoire de travail. On va créer un petit projet qui va porter le même nom que le chapitre. Donc, on va appeler ce projet PO. Et dans ce projet, nous allons faire comme on a l'habitude de faire, créer des sous-répertoires SRC et classes. Et dans le répertoire SRC, nous allons créer une classe qui va porter le nom rectangle pour essayer de reproduire l'exemple que nous venions de voir. Donc on va créer avec notre éditeur de code là. Le programme se lance et nous avons ici un fichier qui est ouvert portant le nom rectangle. Donc nous allons reprendre ce code public classe rectangle et on va définir les attributs. Les attributs ici sont la longueur, on va mettre grand L. Bon, on va tout écrire, longueur. Et la largeur. Ensuite, on va définir un ensemble de méthodes. On a le calcul de la surface. Là, vous voyez que j'écris calcul en minuscule, mais la première lettre de surface est en majuscule. C'est l'écriture qu'on appelle le camel case. C'est ainsi que sont écrits les noms de méthodes ou de classes en Java. Donc ici, on va retourner le produit de la longueur fois la largeur. Le mot-clé 10 permet de faire référence à l'instance en cours d'utilisation. L'instance d'objet de cette classe qui sera en cours d'utilisation sera identifiée ici par 10. On fait la même chose pour... On peut en profiter pour mettre la méthode calcul périmètre. Par définition, le périmètre est égal à la somme de la longueur par la largeur, le tout multiplié par 2. On va entamer les constructeurs. Je rappelle qu'on peut avoir plusieurs constructeurs pour une même classe. Donc nous avons dit qu'un constructeur est toujours public, porte le même nom que la classe, peut avoir de paramètres. Donc nous allons mettre ici int L et son rôle principal ce serait d'initialiser les éléments ou encore les attributs de la classe. Donc c'est ce que nous faisons. On va initialiser ces éléments. Voilà. On peut en avoir plusieurs comme je venais de le dire. Il est toujours conseillé d'avoir un constructeur par défaut, c'est-à-dire un constructeur qui ne prend aucun paramètre.
quand on va parler de la manipulation des bases de données, on va revenir sur cette notion. Bon, là, le plugin fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. En tout cas, ici, on doit avoir une virgule. Voilà. Ah, on n'a pas fait n'importe quoi finalement. Ok. Bon, là, on a notre classe qui est bien définie. On peut créer un petit programme pour tester cette classe, mais cela, on va le voir dans la suite. Donc, pour l'instant, on a notre classe qui est définie. On retrouve bien les éléments que nous avons ici. La création et l'utilisation d'objets. En Java, l'opérateur new est utilisé pour créer ou instancier les objets d'une classe. Donc, pour initialiser ou créer un nouvel objet de la classe, nous allons nous servir du mot-clé new. Donc, pour créer par exemple un nouveau rectangle, nous allons écrire rectangle 1 égale new rectangle et on donne les valeurs ici de la longueur et de la largeur du rectangle. Donc, si on retourne au niveau de notre code ici, nous allons créer, en plus de cette classe rectangle, on va créer une classe de test. Là, on peut dire ça comme ça. Donc, ici, on va appeler programme. Qui sera aussi public. Ici, on doit avoir une méthode principale qu'on appelle la méthode main. Cela porte toujours le nom main et peut prendre des arguments qui sont en fait un tableau de chaîne de caractères. Et ici, nous allons créer un rectangle. On prend un rectangle, on appelle rect 1, comme on l'a vu, en un seul mot. New rectangle. Donc ici, nous mettons les valeurs 5 et 4 pour tester que notre programme fonctionne correctement. Nous allons invoquer les méthodes de ces rectangles. Donc nous allons faire system out println. Donc ici nous mettons rect 1 calcul surface. On va calculer la surface et le périmètre. Le périmètre du rectangle rect 1 égale. On fait la même chose pour la surface, puis on va compiler. On enregistre. Nous allons à présent continuer avec la compilation. Donc pour compiler, nous allons taper la commande dans le terminal Java. Comme Java compilateur, on spécifie le chemin de destination des fichiers classe. Ensuite, on spécifie aussi le nom du fichier à compiler, src. Donc on va compiler. On a compilé le fichier rectangle. On va compiler cette fois-ci le fichier programme. Là, on a une erreur, simplement parce que nous n'avons pas spécifié le class path. Donc, nous allons à tous ces paramètres ajouter aussi le paramètre class path. Donc, on ajoute le chemin de destination du rectangle dans le class path. Et là, ça compile. On va exécuter. Il suffisait d'ajouter dans le class path le chemin
le chemin du dossier contenant les fichiers classe. Donc c'était ça le problème. Et là nous avons automatiquement le calcul, le résultat du calcul du périmètre et de la surface de notre rectangle. Comme on peut le voir à ce niveau, un rectangle dont la largeur était de 4 et la longueur était de 5. Donc quand on fait la somme des deux fois 2, ça me fait bien 18. Le produit des deux renvoie bien 20. Là, nous avons vu comment créer et utiliser un objet en Java. Donc, on a vu comment utiliser le constructeur qui est en fait une méthode particulière. Ensuite, nous avons invoqué deux autres méthodes dans le calcul de la surface et du périmètre. Nous allons entamer une autre notion concernant les membres d'instance et les membres de classe. Nous ne l'avions pas mentionné précédemment, mais en programmation orientée objet, principalement dans Java, il y a deux façons de déclarer les membres de la classe d'un objet. Il y a des membres qui sont déclarés de façon statique et il y a d'autres membres qui sont dits les membres d'instance. Les membres statiques sont liés aux classes et permettent d'être invoqués sans instantiation de celle-ci. Par contre, les membres d'instance sont liés aux objets d'une classe et s'invoquent sur l'objet. Donc, si nous avons, par exemple, la déclaration de la personne, ici, on voit qu'on a 3 champs ou encore 3 propriétés, le nom, l'année de naissance, qui sont déclarés en fait comme des membres d'instance, et la population mondiale qui évolue au fur et à mesure de naissance a été déclarée avec le mot-clé statique. Cela signifie simplement que cet élément ou bien ce membre est statique. Donc, par défaut, tous les membres d'une classe sont des membres d'instance. Ce n'est qu'en utilisant le mot-clé statique qu'on exprime explicitement que le membre est statique. Et nous voyons dans le constructeur de la personne, il y a bel et bien une incrémentation automatique de la population mondiale. Donc, on peut, sans s'intéresser à un individu particulier de la catégorie des personnes, savoir quelle est la population mondiale. Par contre, pour savoir le nom ou encore l'année de naissance d'un individu, il faut carrément pointer vers cet individu spécifique. Donc, pour illustrer cela, je vais encore une fois repartir dans notre projet. Nous allons cette fois-ci remonter d'un cran. On va créer un fichier qu'on va appeler personne.java pour dire que c'est un programme qui sera compilé en Java. On exécute. Donc là, nous allons faire la déclaration de la personne telle que nous l'avons ici. On a les mots-clés public, classe, personne. On a deux membres d'instance, donc on a le nom qui est une chaîne de caractères. On a l'année de naissance, et enfin on a la population mondiale. On va mettre entier, ça va largement suffire. Voilà, et notre constructeur qui est un constructeur prenant deux éléments en paramètres. À ce moment-là, nous allons initialiser le mot-clé 10 pour dire que c'est un élément d'instance. Et ici, population mondiale. Bon, on va compiler. Donc, pour compiler, on écrit Java. On spécifie le chemin de destination des fichiers classe. On spécifie le nom du fichier à considérer. Voilà. Là, la compilation à la modification de notre classe principale. On va mettre ça en
commentaire. On va instancier une nouvelle personne. On va appeler Toto. Année de naissance. On va dire qu'il est né en l'an 2000. On va voir notre membre statique. Donc on va le faire en 2 temps. Avant la création et après. On enregistre, on recompile la classe programme. Incompatible type. C'est un problème de typage simplement. Au lieu de short, on doit remettre en entier. On recompile. Bon, on va se positionner dans ce répertoire. Spécifier ici. Ah. Ok, donc là nous avons, oui, la population mondiale avant la création d'un individu est à 0. Après la création de notre individu, on passe à 1. C'est bel et bien ce qui s'est passé ici. Le résultat escompté est bon. C'est juste pour dire que pour accéder à l'attribut population mondiale, nous n'avons même pas eu besoin à un moment d'instancier l'objet ou de pointer vers un objet spécifique. Par contre, pour accéder aux autres propriétés qui sont le nom ou encore l'année de naissance, étant définies comme des propriétés d'instance, il serait nécessaire de pointer spécifiquement vers un objet tel que pair 1 pour avoir les informations associées. Poursuivons avec une autre notion, les notions de modificateurs d'accès. Par défaut, les données et les méthodes définies dans une classe ne peuvent être utilisées que dans celle-ci. Les modificateurs d'accès spécifiques, comment des programmes qui utilisent vos classes peuvent accéder à leurs membres. Donc si on reprend notre classe personne, par défaut tous ces champs sont privés, c'est-à-dire qu'ils ne seront accessibles qu'au sein de la classe. Et on peut les rendre accessibles à l'extérieur en utilisant le mot-clé public ou encore si nous spécifions explicitement que cela est privé, alors cela reste privé. Et protected veut dire simplement que le membre de la classe ne sera accessible que pour l'objet et les classes qui en dérivent, encore les objets qui en dérivent. Donc en Java, on a principalement 3 modificateurs d'accès: le public, le protégé et le privé. À partir de là, nous pouvons parler d'une notion qui est assez courante. C'est la notion d'accesseurs et de modificateurs qui sont en fait des méthodes particulières qui vont être généralement utilisées dans ce qu'on appelle les plain old Java Objects. Ces méthodes vont servir à accéder ou à modifier les attributs d'une classe ou encore d'un objet. Dans une classe, les propriétés devaient être déclarées privées pour assurer l'encapsulation de données. L'accès direct des propriétés ne sera donc plus autorisé, ni en lecture ni en écriture. Les accès en lecture des propriétés se feront au moyen des méthodes spéciales que nous appelons accesseurs, et l'accès en écriture rendu possible grâce aux méthodes qu'on appelle les modificateurs. Donc pour voir ça, on reprend l'exemple de la personne. Si nous prenons notre personne, nous avons d'un côté l'accesseur qui nous retournera le nom de la personne, ou encore le modificateur. Et la structure va rester la même pour tous les attributs. Souvent, les IDE modernes ont tous la capacité de générer du code pour accesseurs et modificateurs.
Et on verra plus loin qu'il y a même des plugins comme Lombok qui viennent automatiser ce processus tout en rendant encore plus propre le code, parce que dans le code des objets du domaine, on va retrouver uniquement les attributs. Tout ce qui sera de modification et d'accès va être automatiquement généré par le plugin. Une notion capitale dans la programmation orientée objet va rester la notion d'héritage. En Java, les classes peuvent hériter des attributs et des méthodes d'autres classes. Si nous reprenons notre classe personne, on peut définir une autre classe qu'on va appeler classe dérivée ou classe fille, telle que la classe agent, qui hérite des propriétés et des méthodes de la classe personne. Donc tout ce qui serait défini au sein de la personne est automatiquement reporté au niveau de la classe agent. Que ce soit des propriétés, que ce soit des méthodes, tout sera reporté, sauf les constructeurs qui doivent être explicitement redéfinis. C'est même ici là le but de la redéfinition de notre constructeur. Et on peut accéder aux propriétés ou encore aux membres de la classe mère ou encore de la super classe en utilisant le mot-clé super. Donc le mot-clé super permet d'accéder aux membres de la classe mère et le mot-clé 10 indique qu'on est en train de manipuler les membres d'instance de la classe fille. Donc nous allons implémenter la classe agent et essayer de voir comment cela fonctionne en Java. Comme tout à l'heure, nous allons repartir dans l'invite de commande. On crée un fichier agent, puis on crée agent.java. Donc nous venons de dire que agent est une classe qui hérite extends personne. Donc en disant ça, on va dire qu'un agent va avoir un certain salaire. Donc nous, pour matérialiser ça, on va reprendre les attributs du constructeur de la personne et on va ajouter par exemple un salaire. Donc maintenant qu'on a défini le salaire, on fait appel à super pour avoir les informations, accès au constructeur de la classe personne, et ensuite on doit aussi définir cet attribut salaire à ce niveau. C'est-à-dire que avec une classe qui hérite, on a bien dit extend, c'est-à-dire que ça vient étendre cette classe. Donc on peut évidemment hériter, mais on peut aussi étendre. À ce moment-là, je dis salaire ou soit salaire. Donc voilà notre classe agent. On va compiler pour s'assurer que tout marche. Javac. On définit l'emplacement du fichier classe et ensuite le nom du fichier. Et oui, comme il hérite, on doit spécifier aussi la classe pass dit avant c'était il trouvait pas le symbole personne. Ici il dit le symbole string. J'ai fait une erreur en écrivant chaîne de caractères string. On va recompiler. Bon, là, si on avait une IDE, on aurait vu l'erreur au niveau de l'éditeur avant même de compiler. Je pense que pour accélérer la productivité, les IDE s'imposent, même si les éditeurs de code comme VS Code actuellement sont très fournis
trouve très pratique. Mais après, pour des projets vraiment d'envergure, quand on va chercher à faire parfois du refactoring, beaucoup d'autres choses, très vite, on va être limité si on continue avec des éditeurs. L'éditeur va être bien pour des tests comme on est en train de le faire. Mais après, quand on aura à faire un vrai projet, ce sera soit NetBeans, Eclipse ou encore le leader intelligent de Java, IntelliJ. Voilà, là la compilation est passée. On poursuit. Donc, avec l'héritage, on a aussi d'autres notions qui vont s'y associer. Ici, nous parlons de la redéfinition de la surcharge de méthode qui sert à proposer pour un même nom de méthode plusieurs signatures. Différentes manières de l'appeler car le type de retour ne fait pas partie. Si nous reprenons l'exemple de la personne, on a une méthode qui va avoir une certaine signature. La signature ici, c'est l'accessibilité, le nom, les paramètres et le type de retour. Peu importe le traitement, si ces éléments changent, là nous avons la signature qui change. Maintenant, concernant la surcharge, ça veut dire qu'on va garder le même nom, mais les paramètres peuvent changer. À l'inverse, la redéfinition ne peut être possible que dans le cadre de l'héritage. C'est la redéfinition nous offre la possibilité de pouvoir changer ou augmenter le comportement des méthodes dans les classes sans en changer la signature. Donc, si on reprend notre exemple avec l'animal qui peut crier, on a le lion, le chat et le chien qui eux aussi crient, mais leur cri spécifique, le chat va miauler, le chien va aboyer, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des cris, mais vont avoir une implémentation spécifique selon la classe fille dans laquelle nous allons nous trouver. Et ça, ce serait une redéfinition de la méthode de la classe principale qui aurait été définie. Pour signifier au compilateur que la méthode créée peut être redéfinie, ici nous voyons la signature, on va utiliser parfois la notation override pour dire qu'on réécrit. Dans les classes filles, quand on va implémenter, on va redéfinir la méthode créée au sein des classes filles, on peut se servir de la définition de la classe mère pour simplement l'augmenter en utilisant le mot-clé super. Les classes abstraites sont des classes qui ne peuvent être instanciées. Il faut la dériver pour l'instancier. Donc, ce sont des classes qui nécessitent d'être héritées, telles que l'animal. De façon concrète, nous ne savons pas c'est quoi un animal. Si on vous dit que j'ai vu un animal dehors, on ne saura pas de quel animal il s'agit, mais on sait au moins de quoi est-ce qu'on parle. On sait à quoi s'attendre, que ce ne sera pas un arbre par exemple. Mais cet animal aurait pu être un chien, un chat, un lion, peu importe, mais au moins la notion d'abstrait ici permet de dire qu'il s'agit d'une catégorie, mais qu'on ne connaît pas concrètement de quoi il s'agit. Et après, pour parler de façon précise, il faut pointer par exemple une classe concrète ou bien une catégorie concrète. Donc une classe abstraite a forcément au moins une méthode abstraite. Une méthode abstraite est une méthode qui n'a pas de corps, c'est-à-dire qui ne contient pas d'implémentation. Si nous considérons l'animal, on doit avoir le mot-clé abstract pour dire que c'est une classe abstraite, et notre méthode créée doit aussi être abstracte, mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas la définition du corps de la méthode. On met juste un point virgule. Quand on considérera maintenant le cri du lion, donc le lion va étendre la classe animale et son cri va contenir une implémentation spécifique. L'autre notion importante dans la programmation orientée objet ici, c'est la notion de classe scellée ou classe finale. Une classe scellée est une classe qui ne peut être héritée. C'est l'opposé d'une classe abstraite. C'est-à-dire que si la classe abstraite a vocation d'être héritée pour être vraiment exploitée, la classe scellée, elle, ne s'hérite point. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir l'héritage avec une classe scellée. Les méthodes individuelles peuvent être scellées dans une classe. À ce moment-là, on ne peut plus les réécrire. Il est courant de trouver des classes scellées que des méthodes scellées
dans une classe. Donc, si je prends l'exemple du mulet, qui est un animal hybride issu du croisement de l'âne et du jument, le mulet, dans la vie réelle, ne se reproduit pas. Donc, au niveau de la classe scellée, le fait d'avoir déjà dit que la classe est scellée, on n'est plus obligé de venir dire qu'une méthode particulière est scellée. Hein? Soit on dit que la classe est scellée, dans ce cas, toutes les méthodes implémentées sont aussi scellées. Soit on dit qu'une méthode particulière est scellée, auquel cas, la classe elle-même ne sera pas scellée. Donc, s'il faut hériter du mulet, on aura une erreur au moment de la compilation. Une notion aussi importante que les classes dans la programmation orientée objet, c'est la notion des interfaces. Une interface, c'est quoi? C'est simplement comme un protocole d'accord qui va être défini. Toute classe qui l'implémente doit respecter. Donc ici, on peut la définir comme un protocole, un contrat qui va être respecté. Nous pouvons prendre par exemple l'interface i volant, i pour interface. Donc si nous définissons par exemple i volant, vous voyez que les méthodes d'une interface n'ont pas une implémentation spécifique. Et c'est à la classe qui implémente l'interface d'implémenter les méthodes de cette interface. C'est-à-dire que tous les animaux qui sont volants doivent avoir la méthode voler, doivent avoir le comportement ou la possibilité de voler. Donc, si on veut s'assurer qu'un animal est volant, dans notre programme, un animal peut voler. À ce moment-là, on définit une interface volant pour dire aux développeurs, vous devez implémenter cette interface. En leur imposant d'implémenter l'interface, on leur impose implicitement de donner une définition claire à la manière de voler de cet animal. Donc, ça, c'est une notion très utilisée en programmation orientée objet et complémentaire à la notion de classe. Et pour clôturer ce chapitre concernant la programmation orientée objet, on va parler du polymorphisme. De son origine étymologique, poly qui signifie plusieurs et morphos qui signifie forme. Donc le polymorphisme est la capacité pour une même chose de changer de forme. Il permet d'utiliser plusieurs classes de manière interchangeable, même si le fonctionnement interne de ces classes est différent. En Java, il s'agit d'objets ou de méthodes qui changent de forme. Si une classe et ses sous-classes implémentent différemment une même méthode, les objets des sous-classes prennent des formes différentes pour cette même méthode du point de vue de leur superclasse. Ah oui, dit comme ça, peut-être qu'un exemple va aider à comprendre ce qu'on veut faire. On va prendre notre exemple, les deux classes agent et personne. Comme il y a déjà l'héritage parmi les deux, on va enrichir ces classes en ajoutant deux méthodes. On reprend nos deux classes ici. Donc, on a la personne, on a l'agent. On va ajouter une méthode ici qui va juste servir à décrire la personne. On va l'appeler description. String, c'est-à-dire description va retourner une chaîne de caractères. C'est-à-dire je suis une paire dans le nom est voilà. Donc on fait une description d'une personne dont le nom est nom. On vient au niveau de la classe dérivée. On va redéfinir la classe pour dire je suis un agent de l'état dont le nom est nom. C'est à peu près la même méthode. La méthode va changer de forme, c'est-à-dire que d'implémentation, suivant qu'il s'agisse d'une personne ou d'un agent. Donc, dans notre programme principal, on va créer des personnes et des agents. Déjà, on a Toto qui est là. On va faire Toto Tati.
ici, on va ajouter le salaire. On va ajouter le salaire. Bon, c'est l'occasion de revoir 2 ou 3 choses. On va créer une structure de données, un tableau de personnes. Donc on a paire 1, AG. Donc on a listé toutes ces personnes dans le tableau. On va faire une boucle. On a vu qu'il y avait aussi cette forme de boucle. Voilà, donc nous allons parcourir la boucle et puis afficher les personnes. Donc là, il y a polymorphisme au niveau des classes. Vous voyez que agent est une personne, mais qui est un agent. Donc il a 2 formes. Il y a eu, et ici, il y a la méthode aussi qui va changer de forme selon que l'agent est concrètement une personne, un agent. On va compiler la classe agent, compile la classe personne, on va compiler la classe programme avant de l'exécuter. Je switch à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, le programme s'exécute. On a je suis une personne dont le nom est Toto. Je suis une personne dont le nom est Tati. Je suis une personne dont le nom est Oko. Pourtant, nous n'avons précisé description qu'une fois. Et description va changer de forme, c'est-à-dire d'implémentation, selon que la personne est concrètement une personne ou un agent. Nous considérons que ce soit au niveau de l'affectation de l'agent dans un tableau de personnes ou encore de la création d'un agent comme étant un type personne. Ça, c'est un polymorphisme au niveau de la classe. Et ça, c'est un polymorphisme au niveau de la méthode. Donc, voilà en quoi consiste le polymorphisme. Donc, on va récapituler ce que nous avons vu par rapport à la PO pour avoir une compréhension plus nette. On va faire une petite comparaison avec le monde réel des modèles objets. Donc, quand nous allons parler de classe, en fait, il s'agit de catégories d'objets qui partagent des caractéristiques et des comportements communs. Ici, nous prenons l'exemple, par exemple, des véhicules. Grands, petits ou quoi, les véhicules ont généralement des pneus. Et là encore, les noms peuvent varier. Donc, on peut avoir un tableau de pneus, par exemple, pour dire la liste des pneus d'un véhicule, un numéro de matriculation. Ça, au moins, c'est sûr. Tout le monde a un numéro de matriculation. Il y a certains comportements tels que démarrer, arrêter, klaxonner et tout. Ça se partage. Donc, quand on va parler d'une instance de classe ou encore d'un objet, en fait, on fait mention d'instance pour dire qu'il s'agit d'un élément spécifique d'une catégorie d'objets. Donc, là, par exemple, on va considérer notre petit véhicule rouge. Vous voyez qu'il y a plusieurs véhicules, mais quand on va mettre l'accent sur un élément, à ce moment-là, les attributs ou encore les propriétés prennent leur valeur particulière. Donc, le matricule va être par exemple 242, la couleur du véhicule va être par exemple rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on parle d'instance ou d'objet, alors on a fixé un élément précis d'une catégorie d'objets qui a été définie. Les propriétés ou les attributs sont des traits caractéristiques d'un objet. Ici, par exemple, la couleur de la voiture, sa taille, son numéro matricule sont ce que nous appelons ici par propriété. Et enfin, les méthodes sont des comportements partagés par tous les objets d'une catégorie, encore tous les objets d'une classe, dont la manifestation peut varier selon les propriétés de chacun. Donc, démarrer, rouler, klaxonner, s'arrêter, tout ça est partagé par tout type de véhicule. Pourtant, tous les véhicules ne klaxonnent pas au même son. Donc voilà un peu pour retenir les notions essentielles. À cela, on peut ajouter l'héritage. C'est vraiment
comme quand on hérite les traits des parents, quoi. Là, nous mettons un terme à cette partie. Maintenant que vous êtes tombé dans l'univers des objets, j'espère que vous n'en ressortirez plus parce que la programmation orientée objet offre beaucoup de souplesse dans l'organisation du code, d'abord dans la modélisation des problèmes, l'organisation du code et même dans la façon d'organiser les équipes pour développer des solutions logicielles. Cette approche est l'une des plus utilisées, sinon la meilleure à ce jour. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu et que vous saurez mettre en pratique toutes ces connaissances pour réaliser vos propres projets. Je vous invite à continuer de vous exprimer en me faisant connaître vos préoccupations. Si vous avez eu des difficultés à cerner certains points, je suis ouvert à recevoir vos questions et à donner un peu plus de détails, soit en répondant directement aux questions, soit en créant d'autres vidéos plus spécifiques pour répondre à vos besoins particuliers. À présent, je vous déclare apte à développer des solutions conviviales, robustes, fiables et surtout bon courage et à bientôt.